Au 58e jour de la guerre, l'USS Abraham Lincoln et l'USS George H.W. Bush sont tous les deux en transit. Pas en formation, pas avec leur géométrie défensive alignée, pas avec leurs écrans de destroyers se chevauchant, ni leurs patrouilles aériennes de combat couvrant mutuellement leur secteur. En transit, en déplacement entre deux positions. L'Abraham Lincoln se déplace de 17 milles nautiques vers le nord-est pour établir un nouveau point d'ancrage pour l'application du blocus. Le George H.W. Bush se déplace de 14 milles nautiques vers le sud-ouest pour occuper l'ancienne position de l'Abraham Lincoln. Deux porte-avions se déplaçant en sens opposé, simultanément. Deux porte-avions dont les écrans de destroyer sont temporairement orientés vers leurs destinations respectives plutôt que l'un vers l'autre. Deux porte-avions dont les secteurs de patrouille aérienne de combat couvrent leur nouvelle position plutôt que le couloir qui les sépare. Ce couloir, 19 milles nautiques d'eau libre entre deux des navires de guerre les plus puissants du monde, pendant les 11 minutes où la géométrie défensive d'aucun des deux porte-avions n'est pleinement optimisée pour l'espace qui les sépare. 11 minutes. Le repositionnement avait été planifié tôt ce matin-là et un message de coordination de formation avait été transmis entre les deux porte-avions et leurs navires d'escorte. Une transmission administrative de routine, chiffrée, envoyée sur une fréquence utilisée exclusivement pour la coordination interne des groupes de frappe. Une fréquence qui avait été compromise 14 heures plus tôt lorsqu'une mise à jour logicielle déployée sur 3 destroyers d'escorte avait introduit une vulnérabilité de protocole de chiffrement obsolète, rétrogradant un type spécifique de transmission de l'AES 256 vers un chiffrement de génération ancienne que le renseignement électromagnétique iranien avait cassé en début d'année. Le calendrier de repositionnement transmis ce matin-là n'était pas chiffré de la façon dont la formation le croyait. Dans le compartiment de guerre électronique à bord de l'USS Abraham Lincoln, le lieutenant-commandeur Yarali avait détecté la rétrogradation du chiffrement 3 minutes après la transmission. Elle avait déposé un premier rapport, puis un deuxième, puis un troisième. Les trois étaient revenus de la même façon, enregistrés et pris en note. La vulnérabilité de chiffrement est en cours d'évaluation par l'équipe de sécurité des communications. Le repositionnement se déroulera comme prévu. Quelques minutes plus tard, les deux porte-avions commencèrent leur transit. Et presque au même instant, 31 vedettes lance-missiles des gardiens de la Révolution quittaient simultanément leurs amarres depuis 3 ports iraniens. Bandar Abbas au nord, l'île de Keshm au nord-ouest, l'île d'Abu Moussa à l'ouest. 11 embarcations depuis chaque port, 3 formations distinctes, 3 vecteurs d'approche séparés, toutes se déplaçant à 55 nœuds, toutes dirigées vers la même coordonnée, le point médian du couloir entre l'USS Abraham Lincoln et l'USS George H.W. Bush. La coordonnée que le calendrier de repositionnement transmis ce matin-là leur avait indiquée comme étant le point où les deux porte-avions se croiseraient simultanément 22 minutes plus tard. L'Iran ne ciblait pas un seul porte-avions. L'Iran ciblait le moment précis où les deux porte-avions seraient le plus proches l'un de l'autre et le plus éloignés de leurs formations défensives respectives. L'attaque en essaim de gardiens de la Révolution, la plus précisément ciblée de toute la guerre, construite autour d'un calendrier qui était censé être chiffré, qui ne l'était pas de la façon dont quiconque le croyait, et que l'Iran lisait depuis 14 heures. En 8 minutes et 14 secondes, tout dans le détroit d'Ormuz allait changer. Pour comprendre ce que l'Iran avait construit en ce début de matinée, il faut comprendre à quoi ressemble réellement le couloir entre deux porte-avions en transit du point de vue du ciblage. Parce que deux porte-avions en cours de repositionnement, ce ne sont pas deux porte-avions à pleine puissance défensive. Ce sont deux porte-avions avec leurs écrans de destroyer orientés vers leur destination. L'USS Farragut et l'USS Forrest Sherman escortent le George H.W. Bush vers le sud-ouest. L'USS Gonzales et l'USS Bulkley escortent l'Abraham Lincoln vers le nord-est. 4 destroyers, les 4 orientés vers les nouvelles positions de leurs porte-avions respectifs. Les 4 avec leur couverture de capteurs défensifs optimisés pour les menaces venant de l'extérieur de la formation, et non depuis le couloir entre les deux porte-avions, qui est temporairement moins couvert que n'importe quelle autre portion d'eau dans le détroit. Les patrouilles aériennes de combat des deux porte-avions couvrent leur nouvelle position. Le 2D Hawkeye de l'Abraham Lincoln
tourne en orbite au-dessus du nouveau point d'ancrage à 17 milles nautiques au nord-est. L'U-2D Hawkeye du George H. W. Bush tourne au-dessus de l'ancienne position à 14 milles nautiques au sud-ouest. Aucun des deux Hawkeyes n'est optimisé pour le couloir qui les sépare. 19 milles nautiques d'eau entre deux porte-avions, 4 destroyers regardant dans la mauvaise direction et 2 Hawkeye regardant ailleurs. L'Iran n'avait pas besoin d'images satellitaires pour trouver cette fenêtre. Il lui fallait une seule transmission, sur une fréquence que son renseignement électromagnétique lisait depuis le début de l'année. Cette transmission leur avait dit que la fenêtre existerait. Elle leur avait dit exactement où elle se trouverait. Elle leur avait dit exactement quand elle s'ouvrirait. Et elle leur avait dit qu'elle durerait 11 minutes. 11 minutes suffisent pour que 31 vedettes à 55 nœuds couvrent la distance d'approche depuis 3 ports iraniens jusqu'au point médian de ce couloir. L'Iran n'avait pas créé cette vulnérabilité. La mise à jour logicielle l'avait créée. L'Iran l'avait trouvée 14 heures plus tôt et avait passé ces 14 heures à construire une attaque autour d'elle. 31 embarcations, 3 formations, une fenêtre de 11 minutes. L'opération des gardiens de la Révolution la plus précisément chronométrée de la guerre, construite sur un calendrier que la formation croyait sécurisé et qui ne l'était pas. À bord de l'USS Abraham Lincoln, dans les premières minutes après l'appareillage, le lieutenant-commandeur Yara Ali n'attendait pas le retour de son 4e rapport. Depuis le moment où les premières signatures de vedettes rapides étaient apparues simultanément depuis Bandar Abbas, l'île de Keshm et l'île d'Abu Moussa, elle avait suivi les schémas de départ des 3 ports iraniens sur son écran de capteur passif. Elle avait le relèvement, elle avait la vitesse, elle avait la géométrie. En 11 secondes, elle comprit ce que signifiaient les 31 départs simultanés, où ils allaient, et pourquoi ils étaient synchronisés pour atteindre le couloir quelques minutes plus tard. Elle saisit le circuit de formation, pas le circuit de l'officier de quart, pas le circuit du centre d'information de combat, mais le circuit à l'échelle de toute la formation, celui qui atteignait tous les navires simultanément. Toutes les unités de formation, ici Lincoln Guerre électronique. 31 contacts de vedettes rapides quittant simultanément 3 ports iraniens, relèvement 019, 271 et 247. La géométrie d'approche converge sur le couloir interporte-avions. Il s'agit d'une attaque sur le couloir, pas d'une attaque contre un seul porte-avions. Le calendrier de repositionnement a été transmis sur un protocole de chiffrement compromis. L'adversaire a le calendrier. Ils ont construit ceci autour de lui. Toutes les unités, tir libre engagement de surface. Lincoln et Bush maintiennent la vitesse maximale à travers le couloir. Ne ralentissez pas. Traversez la fenêtre. Dans le centre d'information de combat, l'officier d'action tactique, le commandeur Okparo, regarda son écran pendant 2 secondes. 31 contacts, 3 relèvements, tous convergeant vers une seule coordonnée, la coordonnée que les 2 porte-avions traverseraient dans 8 minutes. Il prit le circuit en direction du contre-amiral Callaway. Amiral, la guerre électronique signale 31 contacts de surface convergents sur le couloir interporte-avions. Votre présence au centre d'information de combat est nécessaire immédiatement. J'arrive. Callaway fut dans le centre d'information de combat en 31 secondes. Il lut la situation en 4 secondes. Il prit immédiatement le circuit de formation. Toutes les unités du groupe de frappe, ici Lincoln. Confirmation de 31 contacts. 3 axes convergents vers le couloir. Toutes les unités d'escorte, répartissez les engagements. Gonzalez et Bulkley prennent les secteurs nord et ouest. Farragut et Forrest Sherman prennent le secteur nord-ouest. Les 2 porte-avions maintiennent leur vitesse actuelle à travers le couloir. Nous ne nous arrêtons pas dans cette fenêtre. Il ne marqua pas de pause. Patrouille aérienne de Lincoln, redirigez-vous immédiatement vers la couverture du couloir. Les 2 Hawkeyes se réorientent vers le couloir. Je veux des yeux sur cette eau maintenant. Dans le secteur nord, l'USS Gonzalez avait 11 contacts sur le relèvement 019 à une distance de 7,9 milles nautiques. Le commandeur Helena Park avait les contacts nord avant même que Callaway ait terminé sa transmission. Elle avait élaboré son plan d'engagement depuis l'instant où les capteurs passifs avaient montré pour la première fois les départs de Bandar Abbas. 3 minutes de planification d'engagement avant même que la formation sache ce qu'elle avait en face d'elle.
Une salve de missiles surface-surface sur les 4 contacts de tête de la formation nord. 3 destructions, 1 manqué. Le contact de tête survivant exécuta une manœuvre d'évitement à 55 nœuds et continua son approche. Park décala le tir vers le second échelon. 3 missiles supplémentaires, 2 destructions, un impact partiel. L'embarcation partiellement touchée perdit sa propulsion et continua à dériver à 31 nœuds. Toujours en approche. 5 contacts restants dans le secteur nord. Tous encore en mouvement. Le canon Mark 45 entra en action. Premier tir, touché, arrêt. Deuxième tir, touché, arrêt. Troisième tir, manqué. La mer était plus agitée que ne le supposait la solution de tir. Quatrième tir, touché, arrêt. 3 destructions au canon en 28 secondes. 2 contacts restants dans le secteur nord. Tous deux à moins de 4,1 milles nautiques. Tous deux à 55 nœuds. 3 minutes et 44 secondes du point médian du couloir. L'USS Bulkley prenait simultanément le secteur ouest. Le commandeur Helena Webb avait 11 contacts sur le relèvement 271. Salve de missiles, 3 destructions, 2 manquées. Tir au canon quelques secondes plus tard. 2 destructions en 19 secondes. 6 contacts restants dans le secteur ouest. La géométrie d'approche occidentale était dégradée. Les solutions de tir se construisaient contre des vecteurs que la planification défensive de la formation n'avait jamais précalculés, parce que le secteur ouest du couloir interporte-avions n'avait jamais été un axe de menace dans aucun engagement précédent. Les solutions étaient plus lentes que dans le secteur nord. Les contacts étaient plus rapides que les solutions. Webb autorisa le Phalanx contre les 3 contacts ouest survivants de tête à moins de 3,9 milles nautiques. 3 séquences de rafales, 2 destructions, 1 manqué. Le contact survivant exécuta une manœuvre d'évitement. Le Phalanx réacquiert en 0,7 secondes. 2 rafales supplémentaires, touché, arrêt. 3 contacts restants dans le secteur ouest. Tous 3 à moins de 3,2 milles nautiques. 3 minutes et 2 secondes du point médian du couloir. Dans le secteur nord-ouest, l'USS Farragut et l'USS Forrest Sherman faisaient face à 11 contacts sur le relèvement 247 à une distance de 8,4 milles nautiques. C'était la géométrie la plus défavorable de l'engagement. Le relèvement 247 divisait l'angle entre la position actuelle du George H.W. Bush et celle de l'Abraham Lincoln. Les contacts venant de ce relèvement ne ciblaient pas un seul porte-avions. Ils ciblaient le point médian du couloir, où les 2 porte-avions se trouveraient simultanément quelques minutes plus tard. Les 2 destroyers escortant le George H.W. Bush étaient à 6,1 milles nautiques des contacts nord-ouest, plus proches que n'importe quel autre actif défensif de l'axe d'approche le plus dangereux. L'USS Farragut prit l'initiative. Salve de 4 missiles, 3 destructions, 1 manqué. L'USS Forrest Sherman apporta son soutien avec 2 missiles supplémentaires sur le contact survivant et l'échelon suivant. 2 destructions supplémentaires. 4 contacts restants dans le secteur nord-ouest. Tir de canon simultané des 2 destroyers. Le Mark 45 du Farragut s'occupait des 2 contacts de tête, celui du Forrest Sherman des 2 de queue. 3 destructions en 33 secondes de tir coordonné. Un contact restant dans le secteur nord-ouest, à moins de 3,8 milles nautiques, 55 nœuds, 3 minutes et 26 secondes du point médian du couloir. Les systèmes Phalanx des 2 destroyers s'activèrent simultanément sur le contact survivant. Le Farragut tira en premier. 3 rafales. Les 2 premières manquèrent. Le contact exécutait des virages d'évitement continu à 55 nœuds. La 3e rafale trouva le système de direction. Le contact perdit le contrôle directionnel. Il continua à avancer à 55 nœuds, mais en tournant en rond. Il ne cherchait plus le point médian du couloir. Il tournait en rond à 2,9 milles nautiques du porte-avions le plus proche, laissant une traînée de fumée. Le secteur nord-ouest était effectivement dégagé. Quelques secondes après l'assainissement du secteur nord-ouest, Park regardait son écran. 2 contacts restants à moins de 3,1 milles nautiques, tous 2 à 55 nœuds, 2 minutes et 50 secondes du point médian du couloir. Ces stocks de missiles étaient bas. Le rythme d'engagement du secteur nord avait été plus élevé que prévu, parce que l'état de la mer dégradait la précision du tir au canon.
Il lui restait de quoi faire une dernière salve. Elle tira 2 missiles, 2 contacts, une destruction, un manqué. Un contact restant dans le secteur nord, à moins de 2,4 milles nautiques, 55 nœuds, 2 minutes et 36 secondes. Le MK-45 était en acquisition. Premier tir, manqué. Deuxième tir, manqué. Troisième tir, touché. Le contact perdit sa propulsion. Il dériva en approche à 12 nœuds, laissant derrière lui du feu et de la fumée. À 12 nœuds depuis 2,1 milles nautiques, il lui restait 11 minutes avant le point médian du couloir. Les 2 porte-avions auraient quitté ce couloir dans 4 minutes. Le contact à la dérive n'atteindrait pas le point médian avant que les 2 porte-avions soient passés. Secteur nord contenu. Webb regardait son secteur ouest. 3 contacts toujours à moins de 2,8 milles nautiques. Tous 3 à 55 nœuds, 2 minutes et 31 secondes du point médian. Elle avait encore des missiles. Elle tira 3 missiles, 3 contacts, 2 destructions, 1 manqué. Le contact ouest survivant était à moins d'1,9 milles nautiques. 2 minutes et 3 secondes. Le phalanx s'activa sur le contact survivant. Portée 1,7 milles nautiques. 4 séquences de rafales. Les 3 premières manquèrent. Le contact exécutait des manœuvres d'évitement au taux maximum à 55 nœuds en approche rapprochée. La 4e rafale trouva la section moteur à 0,9 milles nautiques. Le contact s'arrêta net dans l'eau. Secteur ouest dégagé. Au point médian du couloir, l'USS Abraham Lincoln et l'USS George H.W. Bush se croisèrent, tous deux à vitesse maximale, tous deux pleinement opérationnels, 2 minutes et 16 secondes avant que la géométrie d'attaque converge sur cette coordonnée. L'Iran avait calculé que les 2 porte-avions occuperaient ce point précis à ce moment précis. Les 2 porte-avions avaient franchi le point médian 2 minutes et 16 secondes trop tôt. La décision de maintenir la vitesse maximale à travers le couloir plutôt que de ralentir ou de s'arrêter avait acheté 2 minutes et 16 secondes de marge. La décision de Callaway, prise 10 secondes après la transmission de Yara Ali, de pousser les 2 porte-avions à travers la fenêtre plutôt que de tenir position à l'intérieur. 2 minutes et 16 secondes. La différence entre les 2 porte-avions franchissant la fenêtre et les 2 porte-avions se trouvant dans la fenêtre. Lorsque les vedettes rapides survivantes atteignirent le point médian du couloir, 4 survivantes venant de 3 secteurs différents convergèrent sur la coordonnée où les 2 porte-avions étaient censés se trouver simultanément. La coordonnée que le calendrier de repositionnement avait transmise à l'Iran comme étant le point de passage simultané des 2 navires. Les 2 porte-avions n'étaient là pas là. La coordonnée n'était qu'un océan vide. 4 vedettes rapides à 55 nœuds arrivant à une coordonnée ne contenant rien d'autre que de l'eau libre. Elles maintinrent leur position pendant 11 secondes. Puis elles virèrent au nord, vers les eaux côtières iraniennes. En fuite, pas au combat, 31 vedettes rapides des gardiens de la Révolution. 27 détruites ou stoppées. 4 en fuite vers le nord. Aucune n'avait atteint l'un ou l'autre des porte-avions. Le couloir interporte-avions qu'Iran avait passé 14 heures à construire autour d'une attaque était vide. Les 2 porte-avions étaient dépassés. Les 2 positions de blocus étaient établies. Le repositionnement était complet. Dans le centre d'information de combat, Callaway regarda son écran tactique pendant 7 secondes. 31 contacts au début de l'engagement. 4 contacts fuyant vers le nord à la fin. 8 minutes et 14 secondes pendant lesquelles 4 destroyers avaient mené 3 engagements simultanés, tandis que les 2 porte-avions maintenaient leur vitesse maximale à travers la fenêtre la plus exposée de tout le transit. Il prit le circuit en direction de Yara Ali. Lieutenant-commandeur Yara Ali, votre transmission du début de l'engagement. Expliquez-moi ce que vous aviez. Yara Ali regarda son écran. La vulnérabilité de chiffrement qu'elle avait identifiée 3 minutes après la transmission compromise. Les 3 rapports revenus avec la mention enregistrée et pris en note. Les 3 départs simultanés depuis les ports qui lui avaient dit en 11 secondes ce qu'ils signifiaient, où ils allaient et pourquoi ils étaient synchronisés sur l'heure de convergence au couloir. La transmission sur le circuit de formation qu'elle avait envoyé directement, sans passer par l'officier de quart, sans passer par le centre d'information de combat, parce qu'il n'y avait pas le temps de passer par qui que ce soit. Amiral, le calendrier de repositionnement transmis tôt ce matin
a été envoyé sur un protocole de chiffrement compromis. L'AES 256 avait été rétrogradé vers un chiffrement de génération ancienne par la mise à jour logicielle déployée sur 3 destroyers d'escorte. J'ai identifié la rétrogradation 3 minutes après la transmission et j'ai déposé 3 rapports. Les 3 sont revenus enregistrés et pris en note. J'ai continué à surveiller parce que le contenu de la transmission comprenait la coordonnée du point médian du couloir et le timing de convergence. Et j'ai compris que si le renseignement électromagnétique iranien lisait ce chiffrement depuis le début de l'année, il avait le calendrier. Quand j'ai vu 31 départs simultanés depuis 3 ports, avec un temps d'arrivée calculé au point médian du couloir correspondant exactement au croisement des porte-avions, j'ai transmis directement sur le circuit de formation. Il n'y avait pas le temps pour un autre rapport. Callaway resta silencieux pendant 6 secondes. Un silence qui contenait 14 heures d'une transmission compromise reposant dans les bases de données du renseignement iranien et 3 rapports reposant dans une file d'attente avec la mention enregistrée et prise en note et un lieutenant-commandeur surveillant les schémas de départ des ports tôt le matin et comprenant en 11 secondes ce que signifiait 31 départs simultanés. Vos 3 rapports ont été enregistrés et pris en note. Oui, amiral. Les 3. Il ne répondit pas à cela pendant un moment. Puis il prit le circuit de sécurité des communications, puis le circuit d'autorisation de frappe. La mise à jour logicielle qui avait introduit la vulnérabilité de chiffrement avait été déployée sur 3 destroyers d'escorte depuis un serveur du Centre de guerre de l'information navale dans les premières heures du matin. Le journal d'accès du serveur indiquait une mise à jour automatique de routine. Le paquet de mise à jour avait été modifié. La modification était de 14 caractères. 14 caractères dans un paquet de mise à jour de 2,3 gigaoctets. L'enquête qui suivit identifia l'origine de la modification 4 heures avant l'attaque, 2 heures avant que le calendrier de repositionnement soit transmis. L'Iran n'avait pas trouvé la vulnérabilité de chiffrement. L'Iran l'avait créée. 14 caractères dans une mise à jour logicielle déployée via un serveur du Centre de guerre de l'information navale compromis, créant une rétrogradation du chiffrement qui s'appliquerait à exactement un type de transmission. Le type de transmission utilisé pour les messages de coordination de formation des groupes de frappe. Le type de transmission qui transporterait le calendrier de repositionnement ce matin-là. L'Iran avait construit la rétrogradation du chiffrement avant même que le repositionnement soit planifié, parce qu'il savait que ce repositionnement allait avoir lieu. Parce que 3 porte-avions dans une formation de blocus nécessitent un repositionnement constant pour maintenir la couverture. Parce qu'une mise à jour logicielle déployée au milieu de la nuit sur 3 destroyers d'escorte serait enregistrée comme routinière et ne serait pas examinée avant l'attaque. C'était conçu comme un outil. 14 caractères, un type de transmission, une fenêtre de 11 minutes, 31 embarcations. L'attaque la plus précisément conçue que l'Iran ait tentée en 58 jours de guerre. Elle avait échoué, non pas parce que le chiffrement avait tenu. Il n'avait pas tenu. Elle avait échoué parce qu'un lieutenant-commandeur avait remarqué la rétrogradation 3 minutes après la transmission compromise et avait déposé 3 rapports et avait continué à surveiller les schémas de départ des ports quand même et avait transmis sur le circuit de formation directement. Et parce qu'un contre-amiral avait lu la situation en 4 secondes et compris que la fenêtre était le danger, et que la façon de traverser le danger, c'est de le traverser de part en part, pas de le contourner. 2 décisions prises à 10 secondes d'intervalle. La première par un lieutenant-commandeur dont les rapports étaient revenus enregistrés et pris en note. La seconde par un contre-amiral qui avait lu la situation en 4 secondes et compris que s'arrêter dans la fenêtre équivalait à se perdre dans la fenêtre. L'Iran avait passé 14 heures à intégrer une vulnérabilité dans le propre système de communication de la formation. Il avait passé 11 minutes à regarder les 2 porte-avions franchir la fenêtre qu'il avait construite autour de cette attaque. Le couloir est vide. Les porte-avions sont passés. Le blocus tient. Et quelque part dans le centre de guerre de l'information navale, une équipe de forensique examine 14 caractères dans un paquet de mise à jour logiciel de 2,3 gigaoctets, essayant de comprendre comment quelque chose d'aussi petit a pu construire quelque chose d'aussi grand. 14 caractères, le même nombre que le code d'authentification utilisé quelques jours plus tôt pour détruire des données de renseignement à bord d'un autre navire de la formation.
L'Iran comprend quelque chose aux mathématiques de l'action décisive que 14 caractères ne cessent de démontrer. Que la plus petite intervention précise, au moment exactement juste, change tout. Au 58e jour de la guerre, les deux camps ont appris la même leçon depuis des directions opposées. L'Iran l'a apprise à travers 14 caractères dans une mise à jour logicielle qui a ouvert une fenêtre qui s'est refermée 2 minutes et 16 secondes trop tôt. L'Amérique l'a apprise à travers 14 caractères dans une transmission sur le circuit de formation envoyée par un lieutenant-commandeur dont les 3 rapports étaient revenus enregistrés et pris en note, et qui avait transmis quand même parce que les 31 embarcations étaient déjà en mouvement et qu'enregistrer et pris en note n'allait pas les arrêter.